J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Amy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Bah écoute, je vais super bien, puis je te remercie de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Pour que l'on pose du coup le cadre, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous expliquer un peu comment tu as démarré et quel est actuellement ton projet? Bien sûr, bah du coup, moi je suis Amy, je suis née à Pau, donc oui, c'est le pays des chocolatines. Je sais que ça va pas enchanter tout le monde, mais j'avais vraiment envie de le dire, donc voilà, on commence fort. Du coup, moi j'ai débuté mon aventure entrepreneuriale à l'âge de 10 ans. En fait, je vendais des bijoux en perles, et c'est un petit peu ça qui m'a commencé à me donner le goût de l'entrepreneuriat, et puis après, ça m'a jamais quittée. Depuis, en fait, je me suis vraiment lancée en 2019, parce que bon, à 10 ans, on est d'accord que c'était plus une petite expérience qu'autre chose, hein. Donc, je me suis lancée en 2019 après plusieurs expériences à l'international avec des startups, différents types de projets. Et du coup, aujourd'hui, en fait, j'accompagne les entrepreneurs du web, donc coach, consultant ou infopreneurs, dans le développement de leur stratégie de vente en ligne avec impact et éthique. Et du coup, moi, mon approche est vraiment basée sur l'application des neurosciences, la psychologie du consommateur et le marketing stratégique appliqué. Ok, tu as commencé très très tôt, à 10 ans, mais tu as fait du bon chemin depuis, tu as parcouru un bon bout de chemin, mais bon, tu as commencé la vente du coup bientôt. Aujourd'hui, du coup, on entend beaucoup parler de techniques de vente, de séduire le consommateur, etc. Toi, c'est vrai que tu parles beaucoup de vente éthique. Est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de cette notion-là? Parce que je sais que la notion éthique, pour plein de personnes, ça n'a pas le même sens ou la même signification ou même la même approche. Toi, dans ton cas, ça se caractérise par quoi? Oui, bien sûr. Bah, du coup, moi, je vais te donner ma propre approche, si tu veux, parce que c'est vrai que l'éthique, ça veut tout et rien dire. Donc, si tu veux, pour moi, vendre avec éthique, de manière éthique, c'est vendre avec intégrité, honnêteté et transparence. Donc, quand je dis ça, c'est aller vraiment créer une expérience pour ses clients en étant transparent sur ses intentions, ses méthodes et veiller aussi qu'à chaque transaction, ce soit mutuellement bénéfique. Ça, c'est vraiment ce que moi, j'essaye de mettre en place. Donc, quand je dis intégrité, ça signifie être transparent sur ce que le service s'implique, sur ses limites, sur ses bénéfices, son coût, etc. Quand on parle d'orientation vers le client, moi, j'aime bien dire aussi que c'est prendre en compte le bien-être de son client, en fait. Parce que dans une relation, on est plusieurs, enfin, on est deux là en l'occurrence, et c'est vraiment important de créer le meilleur intérêt en fait pour la personne et de répondre à ses réels besoins, pas d'aller chercher un truc qui, enfin, c'est complètement à côté de la plaque et lui faire croire qu'il a besoin de ça. Ensuite, quand je suis sur la transparence, je vais plutôt dire que c'est en fait, c'est être ouvert sur ses méthodes. Mhm. Donc, pas mentir sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on sait faire ou ce qu'on sait pas faire, juste pour pouvoir vendre. Et après, il y a toute une partie où c'est, bah, moi je trouve que c'est de la responsabilité professionnelle. En fait, ça signifie bah, tout simplement maintenir un niveau élevé, tu vois, de service derrière. Parce que ben, on oublie parfois que c'est des êtres humains et que, ben oui, en fait, ils ont payé pour quelque chose, donc ils méritent d'avoir quelque chose de qualité derrière. Donc voilà. C'est un peu ma vision, tu vois, de l'éthique, de la confiance, garantir en fait quelque chose de vrai derrière. Ouais. J'aime bien le point où tu dis qu'il y a de la qualité qui doit arriver après. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent que la vente se termine à partir du moment où la vente a été faite. Et moi, Non. j'aime dire que le travail, justement, commence quand la vente a été faite. Parce que c'est après qu'il va falloir accompagner le client, etc. et faire en sorte d'être présent. Mais du coup, par rapport à ces différents points, j'anticipe une question qui va forcément arriver. Est-ce que selon toi, avec cette vision, ça veut dire que le client est roi ou non? Est-ce que c'est poser un cadre et faire en sorte qu'on soit dans une relation bienveillante de gagnant-gagnant? Ou est-ce que, à ton avis, bah, le client a le droit un peu à tout? Parce que je sais que c'est quelque chose que l'on entend très souvent de oui, mais ok, mais si j'applique tous ces points-là, bah, du coup, en fait, le client fait un peu ce qu'il veut. Non, c'est pas du tout comme ça en fait. En fait, la vente, elle fonctionne que si tu as 3 points. Enfin, moi, je le vois comme ça fonctionne que si tu as 3 points. En fait, il faut que ce soit juste pour toi, donc pour toi qui fais la vente, il faut que ça fonctionne. Donc, souvent, c'est l'aspect financier qui vient à ce moment-là. Il faut que ça soit juste pour le client, donc qu'il ait des bénéfices dans la transaction, mais il faut aussi que ce soit juste pour l'entreprise. Donc en fait, c'est 3 points. Parce que souvent, on se dit, ah, ben, c'est bon, on a le côté financier, mais en fait, si on n'a que le côté financier, le client, ouais, devient roi, un petit peu, si tu veux. Alors que si on prend en compte le bénéfice pour son entreprise, quand je dis bénéfice, c'est-à-dire avoir un client qui va être un bon client dans le sens, c'est un client qui te témoigne aussi derrière, c'est un client qui fait partie de ta communauté, qui est engagé, qui va être recommandé aussi.
Parce que si c'est juste un client qui est là pour acheter un truc sans rien derrière, bah, en général, ça pêche. Et c'est là où je dis aussi que le client n'est pas roi parce que, bah oui, t'es là pour lui offrir quelque chose, mais en fait, c'est un échange. Et c'est là-dessus que j'insiste, c'est que tout le monde doit être gagnant dans l'histoire. Ouais, et c'est vrai que cette perception en fait de 50-50, parfois elle est souvent oubliée en partant du principe que, moi je suis complètement d'accord avec tous les points que tu abordes parce que c'est vraiment ce que je défends au sein de la But First Academy, mais en fait sans ces points-là, vous allez vendre une fois et après vous allez toujours être à la recherche de nouveaux clients, alors qu'aujourd'hui, fidéliser vos clients actuels, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins difficile et comme ça vous êtes sûr que si vous voulez lancer un produit ou un service, et vous aurez toujours quelqu'un pour acheter. Parce que ben, déjà de base, vous aurez créé du coup ce lien de confiance. Euh, quelles sont les stratégies que on peut mettre en place aujourd'hui pour justement réussir, tu vois, à mettre ce message éthique en avant au sein de son contenu? Parce que ben, mine de rien, avant de vendre, la personne, elle va pas dire, ah oui, cette personne, elle est éthique. Donc, avant de rentrer dans le produit ou dans le programme, la vente éthique, au final, elle n'arrive pas, enfin, la notion d'éthique. Comment est-ce qu'on fait pour l'étape avant, du coup? Ben, en fait, je vais dire un truc qui va paraître un peu facile, c'est l'humain avant tout. Et ça, c'est un truc qu'on oublie trop facilement quand on est dans la vente parce que, ben, en fait, l'objectif, c'est de faire la vente et on oublie que, bah oui, c'est une interaction, oui, c'est une relation à construire. Et en fait, je pense que l'objectif de l'approche, c'est de baser sur l'authenticité, d'être basé sur l'authenticité. Donc, ben, on est vraiment soi-même, on va pas aller chercher à être quelqu'un d'autre juste pour faire style et pour pouvoir vendre. Et le deuxième truc, c'est en fait, il faut créer une véritable connexion, une véritable relation avec la personne. Et ça, c'est le plus important, même avant de vendre, en fait. C'est juste, on ne fait pas semblant d'être intéressé, il faut vraiment être intéressé par les personnes qu'on a envie d'accompagner. Donc ça fait une grosse différence. Et il n'y a pas besoin de tactique agressive, en fait, si je veux... Enfin, tu as juste besoin, en fait, de comprendre les besoins de la personne qui est en face de toi, de créer une valeur pour lui apporter un truc, et de communiquer, en fait, avec cette personne ouvertement et honnêtement. Et ça peut paraître bête, mais ça fonctionne, tu vois, et c'est ça qui fonctionne parce que bah, on travaille aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a toutes les formations en ligne où tu n'as pas forcément quelqu'un, etc. Bah, quand tu mets un petit peu plus d'humain sur le chemin de la personne, eh ben, elle se dit, waouh, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et donc, enfin, on en parlait là sur mon webinaire l'autre jour. Je sais pas, enfin, on a tous été en cours de récréation et on a tous réussi à se faire des amis. Bah, c'est un peu le même principe, hein. On s'intéresse aux gens, on leur pose des questions. Enfin voilà, il y a une véritable connexion qui se crée et ça marche plutôt bien en général. Et généralement, ça se fait à travers le contenu, puisque quand vous allez créer le bon contenu pour la personne, elle va vouloir interagir avec vous. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de... D'ailleurs, pas que j'essaye, mais que je mets réellement en place au sein de la But First Academy. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, vous le savez, vous avez déjà probablement reçu des notes vocales de ma part. On crée un lien, en fait, avec les gens avant d'attendre et d'espérer la vente. Est-ce que, du coup, selon toi, toutes ces notions-là veulent dire qu'à un moment dans le parcours de potentiel achat, Mhm. il faut faire preuve de vulnérabilité à un certain moment, ou au contraire, il faut justement maîtriser un peu cette relation, parce que du coup, moi, généralement, je vois ça un peu comme des relations amicales, c'est-à-dire que quand je vais m'intéresser à la personne, elle va forcément s'intéresser à moi, et on va créer ici un échange de réciprocité qui va faire que la personne, elle va vouloir avoir envie de revenir vers moi quelques semaines après pour me raconter un truc, pour me parler d'un de ses succès ou d'une de ses difficultés. Et c'est là où le lien se crée petit à petit. Mais du coup, est-ce que selon toi, on est obligé de faire preuve de cette vulnérabilité-là qui manque encore beaucoup aujourd'hui, je trouve. Et c'est pour ça que du coup, je me permets de te poser la question. Mais c'est une bonne question. C'est une très très bonne question parce que c'est une question qu'on me pose très régulièrement. Mais en fait, moi, j'aime pas dire on est obligé de, déjà de base. Je pense que ça dépendra vraiment de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui, pour pouvoir réussir à vendre, elles ont besoin de se créer un petit peu un espace de sécurité, si tu veux. Il y en a d'autres qui réussissent à être vulnérables parce qu'ils sont connectés à leurs émotions, parce que ça passe facilement. Mais il y en a certains, ils ont besoin de ce petit écran de sécurité. Et en fait, j'ai envie de dire, ça dépend de toi, de comment tu réussis en fait à aborder les gens, etc. Même dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres avec les êtres humains. Et il y en a, enfin, moi je préfère les chats, tu vois, mais, mais ça dépend des gens. Et je pense que plus on arrivera à être connecté, et je pense qu'on est sur on est une époque où on va être connecté de plus en plus à nos émotions, à qui on est, à ce qu'on recherche, à nos valeurs, etc. Plus la vulnérabilité, elle va venir. Et puis, ça sera facile, tu vois, d'apporter ce côté vulnérabilité. Parce que c'est clair qu'en se montrant tel qu'on est, bah, du coup, on attire des personnes qui résonnent avec nous et pas
des personnes qui vont être un petit peu bancales par rapport à nous, à ce qu'on fait, à ce qu'on propose. Voilà, donc ouais. Et Je je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis d'accord avec toi et en fait, je trouve que la vulnérabilité bien jaugée Mm. permet d'être encore plus vrai dans les échanges. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on entend tellement parler d'authenticité, d'éthique, qu'en fait, c'est tellement galvaudé que tu as l'impression que les gens, ils font un peu semblant parfois. Ouais, Et du coup, en fait, ce semblant-là, mine de rien, ça se ressent énormément, que ce soit par rapport au contenu, que ce soit par rapport à la relation que l'on veut créer avec la personne. Et c'est vrai qu'en fait, à certains moments, le fait d'ouvrir un petit peu le jeu et de parler de ses difficultés à soi, je trouve que c'est pas, ça dénote pas et ça va pas impacter les ventes. Parce que, en fait, quand on parle de vente, on pense directement, tu sais, un peu à la girl boss qui maîtrise grave son mindset, etc. Alors qu'en fait, on a toutes des difficultés. Moi, le syndrome de l'imposteur, il s'invite chez moi tous les 4 matins. C'est pas pour autant que je communique dessus, mais c'est pas tous les jours évident. Et du coup, en fait, de montrer ce côté-là, même, tu vois, par rapport au contenu, il y a beaucoup de perfectionnisme. Mon contenu, il n'est ouais, pas bon, je peux pas le publier, je vais être jugée, c'est pas beau. Le fait de dépasser ces peurs-là, en fait, et de communiquer dessus, ça rend le truc plus normal. Et ouais, moi, c'est ce normal-là que j'aime bien et c'est cette vulnérabilité-là qui me permet vraiment de me connecter avec la personne et de me dire, OK, au final, elle a compris parce qu'elle est un peu comme moi. Donc, j'ai envie de lui faire confiance parce qu'elle sait de quoi elle parle. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, je vois très bien. c'est en Je fait vois pour moi, c'est un alignement. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et en fait c'est un truc qu'on a testé cet été. Je pense que je t'en avais parlé un petit peu, mais on avait fait un summer bootcamp, donc c'était 6 semaines pour obtenir 3 clients. Et en fait, du coup, on était un petit groupe d'une dizaine de personnes, tu vois. Et l'objectif, du coup, c'était d'obtenir des clients, mais dans le lot, c'était aussi d'avoir un espace de sécurisé en fait pour pouvoir pitcher son projet, avoir des retours de ces autres personnes dans le groupe. Et en fait, ça a créé enfin, ils ont été tous très vulnérables en fait les uns par rapport aux autres, et ça a créé du soutien et une synergie que j'avais rarement vue avant, tu vois. Et là, ils ont vraiment compris que oui, ils pouvaient être eux et que c'était OK et que en fait, ça passait beaucoup mieux quand c'était eux et Exactement. qu'ils arrivaient. En fait, mais du coup, il leur a fallu ce petit espace de sécurité pour se dire, OK, bah maintenant, je suis prêt à y aller, tu vois. Parce que les gens, ils trouvent ça cool ce que je fais, comment je suis et la personne que je suis. Parce que c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école spécialement, donc c'est pas si simple. Même limite, en fait, ça simplifie tout le processus. Parce que le fait, en fait, d'être soi et le fait d'accepter qu'on puisse avoir certaines peurs, certaines difficultés, certains doutes au milieu de tout notre chemin, malgré que oui, in fine, on veut vendre, mais dans le fond, le fait, en fait, de montrer qu'on est une personne normale, je trouve que juste le fait d'être soi et de pas faire semblant et de pas s'inventer une personnalité, bah, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Tu crées des vrais liens avec les gens, tu vas attirer les vraies bonnes personnes, les personnes qui vont un petit peu te ressembler. Et au final, tout va découler un peu de source, quoi. Donc, en final, au plus tu vas être présent, au plus tu vas créer du contenu, au plus ça va être facile, au plus tu vas vendre parce que les gens vont réellement te voir. Donc, au final, tout est lié. Et en fait, Ouais, c'est pour ça que je trouve que la discussion sur la vente éthique, elle est hyper importante parce qu'il suffit d'un grain de sable au milieu de tout ça pour au final que ça foire. Alors, je dis pas que ça foirera en un jour ou deux, mais en 6 mois, un an et demi, il y a moyen que les conséquences soient beaucoup plus fortes et beaucoup plus conséquentes que ce qu'on pourrait l'imaginer. Euh, Comment est-ce qu'on fait quand justement on a peur de vendre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que bah, leur produit est bien et on va leur faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils peuvent aider certaines personnes et probablement que c'est le cas. Néanmoins, ils parlent jamais de leurs offres. Moi, je le vois très souvent hein, au sein du contenu, les gens ils ne publient pas et on ne parle pas. Et il y a toujours un peu cette peur de vendre. Comment est-ce qu'on y fait face? En fait, déjà, il faut comprendre d'où ça vient, la peur de vendre. Parce que, en général, enfin, moi, dans les cas que j'ai, en général, c'est soit une mauvaise perception de la vente, soit une expérience négative par rapport à la vente. Donc, dans ces deux cas-là, si tu comprends déjà d'où ça vient, tu as gagné un gros point. Ensuite, il faut reconsidérer un petit peu ce qu'on pense par rapport à la vente, parce que souvent, les gens, ils voient ça comme un moyen de prendre de l'argent. Mm. Euh, faut dire que c'est très culturel aussi parce qu'en France, on a beaucoup cette problématique face à l'argent, face à la vente, etc. Mais moi, j'enseigne ça comme un échange de valeurs, en fait. C'est pas du tout, on n'est pas là du tout pour prendre l'argent aux gens, du tout. C'est vraiment, je suis là pour te donner quelque chose et toi, tu me donnes quelque chose en échange. Comme si toi, tu avais des coquillages et moi, je sais pas, j'ai des bouts de pain, on va échanger ça, tu vois. C'est le même principe, mais on se fait tellement une montagne du mot vente, ne serait-ce que le mot vente, que du coup, on n'ose pas. On n'ose pas. Et puis après, il y a aussi le fait qu'il y a certaines personnes qui croient
je pense qu'ils ne croient pas véritablement que, ils peuvent offrir quelque chose et aider les autres. Donc, Mm. du coup, la vente, elle devient plus compliqué quand tu es pas sûr de toi et quand tu crois pas vraiment en ce que tu proposes. Parce que si tu croyais vraiment en ce que tu proposes, en le fait que tu peux aider les personnes à avancer sur leur chemin, ben, c'est beaucoup plus simple. Et même dans l'autre sens, je pense que quand tu as une mission, tu vois, une réelle mission de cœur, que tu as des valeurs et que tu veux impacter le monde, ben, c'est ton devoir de vendre en fait. T'as pas le choix, tu vois. J'adore cette phrase parce que ça a été pour moi la phrase d'électrochoc qui m'a Ouais, mis deux claques et je me suis dit, ok, là, il faut que je vende. Pour la petite histoire, moi, j'avais très peur de vendre. Je faisais partie de ces gens-là qui ouais, travaillaient vraiment en fait en sous-marin. Je créais des trucs de ouf, mais je voulais jamais vendre et jamais dire aux personnes que ça existait. Mais dans le fond, je me plaignais de pas vendre. Et un jour, quelqu'un m'a dit, par contre, en fait, là, il y a de la qualité. Là, il y a des potentiels résultats qui sont possibles pour les gens. Là, en fait, tu n'as pas le choix, c'est ton devoir de vendre. C'est ton devoir d'aider les personnes à se développer et à faire en sorte qu'ils adoptent les bonnes stratégies. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, je me suis dit, bon, allez, si c'est mon devoir, il faut que je le fasse. Et au final, en fait, une vente en entraîne une autre. Plus après, tu as des résultats. Les gens parlent de toi, les gens te recommandent. Et en fait, après, quand tu rentres dans ce cercle vertueux, tu adores ouais. vendre. Moi, je suis dans une phase où maintenant, du coup, j'adore vendre parce que je sais que mes produits vont réellement aider les gens. Mais je pense qu'il y a encore cette étape, tu vois, d'auto-validation qui est nécessaire pour certaines personnes. Est-ce que tu penses que la peur de vendre peut également être liée au tabou par rapport à l'argent? Parce que c'est vrai qu'il y Clairement. a beaucoup de gens qui se disent, qui ne veulent pas se l'admettre parce qu'il y a vraiment une autoconnaissance derrière tout ça, mais de se dire, bah, en fait, moi, j'ai vraiment envie de gagner de l'argent. Moi, j'ai vraiment envie de facturer 10 000 ou 15 000 ou 50 000 € à l'année. Moi, j'ai vraiment envie de réussir ma vie. Ouais, ben, déjà, il faut dire que dans notre société, enfin, en France notamment, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce que tout de suite, on nous regarde de travers. Ah, mais t'es intéressé que par l'argent. Non, en fait. Non, non, ça fait pas partie du processus. Et c'est vrai que le mindset de l'argent, c'est un truc que je pense que nous, les Français, encore plus que les autres, on devrait travailler. Parce que tu pars à l'étranger, tu rencontres d'autres peuples, d'autres personnes. Ils n'ont pas cette problématique du tout. Moi, je travaille avec des Américains maintenant et ces personnes-là, elles ne se posent pas du tout la question. Elles ont un coach pour peu importe la chose. Et en fait, c'est juste normal. Et quand tu leur parles d'argent, elles te disent, ben moi, je sais ce que je veux, je veux tant le mois prochain. Et en fait, juste ça, c'est beaucoup plus simple pour elles parce que bah, déjà, après, je sais pas si tout le monde croit à la loi de l'attraction, mais en fait, tu manifestes ce que tu veux obtenir. Et juste ça, c'est beaucoup plutôt que de te dire tout le temps, oh, mais moi, je veux pas d'argent. Ben, si tu veux pas d'argent, ça va être difficile de le faire rentrer, tu vois. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment très mindset qui est nécessaire et qui est obligatoire à partir du moment où on a ce déclic de, OK, même si je suis pas commercial, même si je suis pas vendeur, j'ai un devoir de vendre et le fait de raconter des histoires, le fait de mettre en avant des éléments, ça va me permettre ici de connecter avec les gens et du coup, en fait, on sera dans cette relation de donnant-donnant. Toi, c'est vrai que tu parles souvent de storytelling, tu parles souvent d'histoire, tu parles souvent de comment réellement se connecter avec les gens pour justement arriver à cette vente éthique qui soit transparente et juste. Quels sont, à ton avis, leurs rôles dans la vente justement et dans cette connexion? Est-ce que c'est obligé d'avoir une histoire? Parce que j'anticipe déjà, je vois déjà le truc venir. Ma vie est inintéressante, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi raconter, mon histoire est nulle, je n'ai pas une histoire de drama comparée à un tel ou un tel. C'est littéralement les éléments que j'entends le plus souvent autour de la création de contenu. Toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Ouais, déjà, les personnes qui se disent ça et qui se posent ces questions-là, on va discuter, hein. Vous venez chez moi, on en parle, il n'y a pas de problème. Je vais remettre les idées en face des trouilles, ça va le faire. Non, non, mais en vrai, moi, j'utilise beaucoup les neurosciences dans mon approche de la vente. Et si tu veux, le storytelling, ça fait partie de ce côté connexion émotionnelle avec le client. Et on sait que au niveau du cerveau, quand tu fais émettre une émotion, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et même en fait, dans la vente, le cerveau, il réagit beaucoup plus à l'émotionnel que au fonctionnel et à la technique. Et tu peux donner tous les points techniques de ton offre, c'est pas forcément ça qui va faire acheter la personne. Par contre, ce qui va faire acheter la personne, c'est lui raconter une histoire autour de ça, lui raconter un témoignage, tu vois, ce genre de choses, parce que dans 95% des cas, l'achat, en fait, il se fait de manière inconsciente, enfin, ou préconsciente du moins. Et du coup, ça, c'est vraiment important de comprendre que bah, tu peux améliorer ta proposition, la rendre plus compréhensible, mémorable,
juste en inspirant et en motivant le client à agir par de l'histoire, en fait. Et c'est pas obligé d'être une histoire mirobolante, hein. Et on a tous une histoire à raconter. On a tous une histoire à raconter. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'histoire, c'est pas vrai, il faut les gratter. Il faut les gratter. Il y a autre chose derrière. Mais du coup, quelle est la bonne histoire pour le client? Est-ce que, parce qu'il y a plusieurs émotions que l'on peut travailler, que ce soit dans la peur, la tristesse, la joie, la surprise, il y a plein d'éléments ici. Toi, quelle est l'émotion ou quelles sont les émotions qui sont, à ton avis, les plus importantes aujourd'hui pour justement vendre de manière éthique? Je te donne un exemple dans mon cas. Je déteste travailler sur la peur ou sur la colère parce que je pars du principe qu'on ne va pas attirer les bonnes personnes. Et encore une fois, l'énergie compte ici. Et pour moi, quand on travaille sur une vente de peur ou une vente de colère, on va attirer des gens qui cherchent la formule magique et c'est tout l'inverse de ce que moi je propose. Il n'y a rien n'est magique en business. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est important de travailler tous les pôles ou est-ce qu'il faut en choisir un ou deux ou est-ce que l'un est mieux que l'autre? Comment ça se passe par rapport à ça? Ben, écoute, moi je t'avoue, je suis plus nuancée sur la question, dans le sens où j'aborde toujours la vente comme une relation, et du coup, dans la relation, tu apprends à connaître la personne d'abord. Il y a des personnes qui vont avoir des points de motivation qui sont différentes les unes des autres, et qui vont avoir des points qui vont les motiver, qui seront différents les unes des autres. Il y en a qui, tu peux pas les motiver autrement que en leur faisant voir que s'ils passent pas à l'action maintenant, ben, ça va donner ça en fait, tu vois. Et ça, c'est leur façon d'être motivée et de les engager. Donc ces personnes-là, mais ça, tu le vois en fait en amont parce que tu as eu une vraie relation avec la personne, tu as eu une discussion, tu lui as posé des questions sur comment elle fonctionne, etc. Et du coup, tu arrives à savoir un peu son schéma, tu vois, comment elle est dans sa façon d'être, etc. Et là-dessus, ben oui, il y a certaines personnes qui vont plus raisonner avec la peur. Après, je t'avoue que moi, ça m'arrive pas très souvent. Ça m'arrive pas très souvent, mais il y en a. Il y en a. Tu vois, par exemple, si on prend mon chéri, si tu veux le faire passer à l'action, mais vraiment sur certains, pour le business, hein. Sinon, dans la vie, tous les jours, je fais pas ça. Mais si tu veux le faire passer à l'action, il faut lui montrer ben, qu'est-ce qui va se passer s'il passe pas à l'action, tu vois. Ouais, je vois. Ça dépend vraiment de la personne qui est en face. Ok, et du coup, ça veut dire que le fait du coup de réussir à vendre ou du moins de stimuler les ventes dans son business, ça demande une connaissance de soi, mais ça demande aussi de la compréhension et la connaissance de l'autre. Ouais. Ouais, en fait, c'est pour ça que moi j'aborde la psychologie du consommateur parce que ben, on est complexe hein, et on est tous différents. Et c'est important à un moment, tu vois, de te poser la question, ok, oui, mais la personne, elle est comment? Parce Mm. qu'on est vraiment pas tous pareils, on raisonne pas tous avec les mêmes choses. L'autre jour, avec les personnes que j'accompagne, on a fait vraiment un exercice où du coup on allait chercher les modalités VACOG. Je sais pas si tu connais, c'est de la programmation neurolinguistique. Pas du Et tout. en fait, les modalités, c'est tout ce qui est olfactif, gustatif, kinesthésique. Et en fait, il y a des gens qui sont plus visuels, plus kinesthésiques. Donc, quand tu leur parles, eux directement, tu vas voir s'ils sont plus visuels ou plus kinesthésiques. Et du coup, quand tu leur parles, bah, pour mieux raisonner avec eux, tu vas utiliser tel ou tel moyen. Bah, c'est le même principe, en fait. Plus tu arrives à comprendre que bah, on a un cerveau, il fonctionne de telle ou telle façon en fonction de la personne qu'on est, bah, plus tu arrives à t'adapter, à faire résonner ton discours avec la personne que tu as en face de toi. Hyper intéressant. Mais du coup, là, c'est en train de dire, enfin, du moins, je suis en train de me poser la question que du coup, le fait de créer un avatar, le fait de créer un client idéal, le fait de savoir avec qui tu vas discuter, c'est un peu le haut de l'iceberg, mais en dessous, il se passe vraiment un monde pour comprendre la personnalité, pour comprendre un peu, justement, comme tu le dis très bien, réussir à comprendre le fonctionnement du cerveau. Ouais, bah en fait, si tu veux, l'avatar et le client, moi je le vois vraiment comme c'est ton image globale. Mm. Et ensuite, dans ton image globale, bah, comme on est un peu tous différents, il va falloir aller créer un lien avec la personne pour aller comprendre comment elle est. Et ça fait toute la différence parce que bah, du coup, tu t'impliques vraiment dans le processus et et tu t'intéresses vraiment, tu vois. Et donc, du coup, bah, les gens, en plus du fait que tu vas réussir à mieux vendre, bah, les gens, ils ont vraiment l'impression que bah, tu t'intéresses à eux. Et ça fait une énorme différence. Ouais, c'est vrai que le fait de montrer de l'intérêt à la personne, ça change aussi beaucoup même la relation qu'on va créer avec la personne. Quelle est jusqu'à aujourd'hui, depuis toute ton expérience et tout ton parcours, quelles sont les plus grandes erreurs que tu as constatées en vente qui font réellement fuir les gens? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs où tu te dis, il faut arrêter de le faire prochainement dans votre business parce que c'est à cause de ça que vous ne vendez pas? Le premier, je dirais que c'est surpromettre ou et sous-livrer, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui te vendent du rêve, etc. Et puis derrière, tu es là, tu te dis, mais attends,
ok, il n'y a pas de résultat, ça se passe comment? Et du coup, ben, oui, sur le court terme, ça aboutit à une vente parce que bah, tu as montré que tu pouvais gagner 10K par mois et vivre à Dubaï avec une Lamborghini. Donc, ça donne envie aux gens, forcément. Mais derrière, il n'y a pas ce qu'il faut, tu vois. Il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas le service qui va avec. Et puis, au niveau financier, tu n'as pas de résultat. Donc, du coup, enfin, ça, pour moi, c'est un... Non, c'est juste pas possible. Je préfère à la limite que tu promettes plein de trucs, Mhm. mais que tu en donnes encore plus que tu promettes et tu soulèves derrière. Ouais. Ça, c'est pas cool. Mais du coup, Et je, ouais. je rebondis juste sur ce que tu dis avant que tu entames la deuxième erreur. Euh, Comment on fait du coup? Parce que moi, c'est une question qu'on m'a déjà posée, mais du coup, je veux quand même avoir ton avis. Comment on fait quand on n'a pas de retour client? Tu sais, quand on est au début, qu'on n'a pas réellement de preuves sociales à part nous, et encore faut-il que le projet qu'on soit en train de développer nous lie directement à notre problématique, sinon c'est deux mondes complètement différents, et du coup là, on n'a vraiment rien du tout à présenter. Comment est-ce qu'on fait du coup pour gagner la confiance tout en étant éthique? Parce que bah, du coup, pour le moment, on n'a pas encore de résultats, mais on a quand même envie de vendre pour justement attirer ces résultats. Alors, tu as plusieurs possibilités. La possibilité numéro un, c'est que tu parles de toi. Tu parles de toi, ce que tu as vécu, ce que tu as mis en place pour toi. Tu n'es pas obligé de dire que c'est toi forcément, mais tu racontes l'histoire. En fait, tu racontes l'histoire de comment ça s'est passé, comment ça a été fait et quel résultat ça a obtenu. Et la deuxième technique, c'est celle que je préfère, c'est que en fait, quand tu es au début, ton objectif, c'est d'avoir du témoignage. Parce que tu as besoin du témoignage, tu as besoin des retours clients, en fait, juste, même ne serait-ce que pour créer ton offre et enrichir ton offre, Mhm. tu as besoin de ça. Donc, du coup, ben, ton objectif numéro un, c'est d'aller chercher du témoignage. Comment tu fais pour aller chercher du témoignage? Ben, soit tu fais des trucs vraiment pas chers et tu offres un max de valeur dans du truc vraiment pas cher pour pouvoir attirer les gens. Soit même tu fais du gratuit, mais sur des plus petits trucs. Tu n'es pas obligé de faire une offre de 3 mois en gratuit, bien évidemment. Mais tu offres du gratuit sur des plus petits trucs, un audit par-ci, un conseil par-là, une heure par-ci avec quelqu'un. Et en fait, tu vas comme ça. Et en échange, c'est pas vraiment gratuit parce qu'en échange, les personnes, elles vont t'apporter du témoignage, elles vont t'apporter des feedbacks et c'est ça qui va t'enrichir. Donc, ça sera pas financier, mais ça sera de l'enrichissement à un autre niveau. Ouais, il y a toujours des solutions. C'est pas parce que vous n'avez pas encore de retour que vous pouvez pas commencer à construire votre projet. Et du coup, quelle serait la deuxième grande erreur à éviter? Alors là, en vente, le plus gros truc, je pense que c'est être trop insistant. C'est Ouais. vraiment être trop insistant. Il y en a, ils font beaucoup trop de zèle pour essayer de conclure une vente. Et du coup, ils ont des tactiques de vente qui sont agressives, voire déplacées, du style, ils vont insister très lourdement ou te dire que tu fais de la merde. Mhm. Et en fait, déjà, je sais pas, je vois pas trop avec quel type de personnes ça fonctionne. Mhm. Parce que j'ai jamais eu le cas, moi, personnellement, tu vois, de mon côté, de me dire, je pourrais faire ça parce que la personne, elle va capter. Tu vois, genre, c'est et puis en plus, ça ternit la réputation de la personne qui essaye de vendre comme ça, tu vois. Il y a un moment, en fait, c'est pas. La personne, elle te dit c'est pas le bon moment, bah t'insistes pas, c'est pas le bon moment. Ou alors tu dis juste, t'essayes de gratter, est-ce que c'est vraiment pas le bon moment ou est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose et c'est tout. Mhm. Mais ça sert à rien pendant 2 semaines de courir après la personne et d'essayer de lui vendre un truc si la personne, elle est pas OK. En fait, Mais il y a juste l'équilibre entre bah, comprendre pourquoi la personne, elle te dit non à ce moment-là et être lourd, quoi. ouais, Enfin, c'est un peu le principe des mecs quand tu es dans la rue et qui viennent t'aborder et tu sais, tu les captes pas, mais eux, ils continuent à t'aborder. Non, mais les gars, super intéressée et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, je trouve que c'est un super bon exemple parce que en fait, tu le ressens directement. Quand la personne elle va te contacter et que ça va pas être ni bienveillant ni quoi que ce soit et qu'il va juste y avoir une idée de vente derrière, tu le ressens. En fait, il n'y a pas d'ouverture de dialogue possible. Et en fait, si vous posez pas des questions aux gens avec réellement un certain intérêt derrière, ça se ressent en fait que tu es juste là pour essayer de trouver un point d'accroche, pour essayer de vendre un truc en sachant que la vente moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé qu'une personne me contacte et que passé 5 minutes, je sois cliente. Enfin, c'est très, très, très rare. Enfin, ça n'arrive pas. Donc, vraiment, faites attention aux techniques que vous utilisez. Privilégiez toujours l'humain, quitte à ce que même si vous ne fassiez pas la vente, de quand même garder une bonne relation avec la personne. Toi, aujourd'hui, du coup, Amy, comment tu accompagnes les gens dans ce processus de vente éthique? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi pour justement bah, développer notre pouvoir commercial, malgré que ce soit pas un pouvoir, mais ce pouvoir-là de réussir réellement à connecter avec les gens et d'attirer les bons clients.
Alors, tu m'as posé beaucoup de questions en une. Donc, du coup, en fait, si tu veux, bah, moi, comme je te disais, cet été, j'ai créé le Summer Bootcamp. Mhm. Et en fait, je rappelle, l'objectif, c'était 3 clients en 6 semaines. Et en fait, on a eu des résultats de dingue. Et j'avais par exemple Angélique, elle a obtenu 3 clients avant même le lancement de son offre. Ah ouais. Ilias, il a réussi à avoir 5 clients en 5 semaines. Enfin, tous les participants ont eu des super projets, enfin, des super retours au niveau financier, mais pas que. Parce que si tu veux, dans le groupe, ça a créé des synergies, ça a créé pas mal de belles rencontres. Il y en a qui ont créé des programmes ensemble, il y en a qui ont fait des lives ensemble, et c'était super cool. Et en fait, moi, c'était un petit peu mon bêta-test, parce que j'ai toujours cru que l'individuel, c'était ce qu'il fallait faire quand tu veux créer le modèle de réussite de quelqu'un. Et Ok. là, en fait, j'ai vu que ben, l'aspect communautaire, l'approche communautaire, il avait autant de chances de fonctionner que l'individuel. Donc, croyance limitante pour moi-même, tu vois, même après des années dans l'entrepreneuriat, t'en as toujours. Et du coup, j'ai réalisé que bah, il y avait vraiment une demande. Et en plus, ça me permettait de répondre à ces problématiques de quand tu es solopreneur, tu n'as pas 3 000 à 6 000 euros à dépenser dans un accompagnement, ce qui est, je comprends totalement. Et donc, j'ai renouvelé mon approche. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de créer et de bâtir une tribu de solopreneurs, tu vois, qui soit engagée envers une mission de cœur, qui soit possibiliste, qui valorise la tolérance et qui soit aussi prêt à passer à l'action sur leurs ambitions. Ça, c'est Mm. vraiment mon objectif. Et du coup, bah, j'ai créé une offre spécialement pour ceux qui recherchent des actions concrètes avec du résultat rapide. Quand je dis rapide, ça dépend de l'investissement de la personne, bien évidemment, hein, on le sait toutes les deux. Mélangeant du coup bah, tout ce que j'intègre déjà, donc les neurosciences, le marketing stratégique appliqué et aussi la psychologie du consommateur. Du coup, en fait, chaque mois, bah, je propose à la communauté, à cette tribu, de participer à des mentorings collectifs et à des ateliers de co-développement, toujours dans cet esprit collaboratif où en fait on va se tirer les uns les autres vers le haut. Et du coup, bah, c'est comme ça que bah, j'ai créé Impact Tribe, du coup, qui est maintenant cette tribu d'entrepreneurs avec un système collaboratif, vraiment des newsletters, des podcasts, des lives tous ensemble. Et on se booste les uns vers les autres. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'offrir un accompagnement de qualité à un tarif qui soit plus accessible, tout en construisant une communauté où on est solidaire et où on se bouge les fesses. J'adore l'idée. En fait, j'adore parce que je trouve que le projet, il transpire vraiment des valeurs qui sont importantes aujourd'hui en business que l'on ne retrouve pas partout. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast si vous voulez aller découvrir la tribu d'Emmy et fouiller un petit peu tout ça au niveau de la vente et comprendre réellement qu'est-ce qui se passe au sein des consommateurs. Vous aurez toutes les informations juste en dessous. Merci beaucoup, Amy, pour cette intervention. C'était hyper cool. J'ai appris plein de choses. Et du coup, je te dis à très bientôt.